Et coucou à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial été où on parle d'optimisme, où je sais pas si t'as les pieds dans l'eau ou si malheureusement t'es bloqué dans un bureau. En tout cas, j'avais envie de vous offrir et de t'offrir pour cet été des épisodes de podcast un peu plus ludiques, légers et en lien notamment avec mon nouveau programme sur Optimiste ta vie, où le but est de développer son optimisme. Aujourd'hui, dans cet épisode, donc spécial, on va essayer de plonger en fait dans 3 clés magiques pour l'épanouissement personnel qui sont hyper importantes et je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. C'est la gratitude, l'autocompassion et aussi l'instant présent. Alors si tu es une personne atypique, hypersensible, je pense que c'est vraiment des notions clés pour toi et que tu as certainement déjà développées. Et si voilà, pour les autres atypies, je sais qu'on ressent tout à 200% même. Et tu sais à quel point les émotions elles peuvent être intenses. Les pensées totalement galopantes et parfois on a l'impression que le cerveau est en roue libre. Et parfois, on se sent un peu écrasé, par contre, par tout ça. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'entre vous témoignent que leurs atypies peuvent être une difficulté. Donc aujourd'hui, j'ai envie de t'offrir une pause, un moment pour te reconnecter à toi. Il y a quelques années, j'en ai déjà témoigné dans mes épisodes précédents, j'avais tendance à beaucoup ruminer, à être dans une spirale en fait, où lorsqu'il m'arrivait quelque chose de difficile, et notamment sur ce qui est relationnel en fait, je revivais tout le temps en fait... les difficultés, je me demandais 1000 fois qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement. Et puis voilà, ça me mettait des émotions extrêmement désagréables et très compliquées en moi. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Alors c'est quelque chose, je pense, qui peut revenir de temps en temps chez moi, mais de beaucoup moins. Et c'est pour ça que j'avais envie, en fait, de t'expliquer comme ça, parce que ça peut arriver à tout le monde de ruminer ses erreurs, d'angoisser pour l'avenir, d'être stressé en fait dans une spirale de stress tout le temps de manière chronique, de s'auto-juger, de s'auto-flageller, d'être bloqué dans la culpabilité. Et j'ai vraiment développé le pouvoir de la gratitude, cette douceur envers soi-même, l'art de vivre aussi l'instant présent qui n'est pas si facile vraiment, pour transformer le cercle vicieux de la rumination, de l'autoflagellation, du manque de confiance, parce que finalement ça génère un manque de confiance, vers un cercle vertueux. Ces pratiques m'ont vraiment aidé à sortir justement de cette rumination et à trouver un peu plus de légèreté, à cultiver ce que moi j'appelle un optimisme lucide, qui n'est pas du tout naïf encore une fois, mais ancré dans la réalité. Le but c'est pas du tout de faire l'autruche ou de se coller un smile sur le visage en mode tout va bien, je vais bien dans le meilleur des mondes, absolument pas. Je vais donc essayer de t'expliquer pourquoi ces 3 alliés sont essentiels et c'est pour ça que j'en ai fait vraiment des gros niveaux. J'ai appelé ça des niveaux au lieu des modules parce que, comme tu dois savoir, dans le programme Optimiste ta vie, en fait, le but, c'est de voir ça de manière ludique comme un peu une sorte de jeu vidéo, donc c'est par niveau. Et donc, il y a des niveaux clés sur ces sujets, mais j'avais quand même envie de donner 2-3 clés hyper importantes ici dans cet épisode de podcast. Il y a des études scientifiques, des exemples concrets, des outils pratiques. Bref, cet épisode est une invitation à avancer vers ton toi profond avec beaucoup de douceur. Donc prends un moment, inspire profondément et on y va. On va commencer par une question. Quand es-tu vraiment là dans ta vie ? Pas dans tes souvenirs, pas dans tes soucis pour demain, c'est-à-dire pas dans le passé ni dans le futur, mais dans le ici et maintenant. L'instant présent, c'est ce moment précis où tout se passe. Et pourtant, en fait, on y est rarement. Je pense que tu connais Eckhart Tolle, qui est l'auteur du best-seller Le pouvoir du moment présent. C'est un tout petit livre, en fait, que tu vas retrouver facilement sur n'importe où, dans la librairie ou sur Internet, et qui explique que la plupart de nos souffrances viennent justement de notre mental qui est totalement compulsif. Il est addict, le mental. On vit soit dans le passé à ressasser des disputes, des erreurs même au boulot, des petites choses qu'on aurait voulu améliorer. Et ça, franchement, les personnes HPI, c'est vraiment une plaie, on fait que ça tout le temps. Soit dans le futur, à angoisser pour ce qui pourrait potentiellement arriver. Et donc, on se fait des micro-tests comme ça. Donc, ok, s'il se passe ça, voilà comment je vais réagir, ainsi de suite. Et on arrive à se mentir, on arrive à s'auto-convaincre que c'est nécessaire, que c'est comme ça qu'en fait, on va pouvoir être moins stressé. Alors qu'en réalité, on se crée d'abord le stress. Donc en fait, on répare quelque chose qu'on a créé. Donc en fait, on tourne en rond, quoi. Et du coup, Tolle dit, le présent est le seul endroit où la vie existe. Le passé n'est qu'une mémoire, qui se transforme en fait à chaque fois d'ailleurs, et le futur n'est qu'une projection, qui est liée à nos peurs. Et cette idée, elle est hyper importante.
En tant que personne atypique, vous savez qu'on a donc un cerveau qui fonctionne différemment et qui turbine souvent à 1000 à l'heure. On peut avoir l'impression de manquer un peu sa vie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation que les années passent vite, ou arrivé à un certain âge, de dire mais qu'est-ce que j'ai fait de ces 5-10 dernières années, enfin voilà, est-ce que vraiment aujourd'hui ça a du sens sur ce que je fais, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu du temps sur certaines choses. C'est assez humain, hein, c'est propre à tout le monde. C'est normal. Mais je te donne un exemple. Imagine une femme atypique en train de se préparer le dîner pour sa famille ce soir, elle cuisine, voilà. Et son fils lui raconte sa journée. Mais elle pense déjà à ce qu'elle doit préparer pour le soir, que peut-être il y a des légumes que certains enfants ne vont pas aimer. Elle pense aussi à la réunion stressante qu'elle doit avoir demain. Est-ce que tout est préparé ? Elle repense notamment, parce que ça l'amène à penser à une remarque blessante que son collègue hier lui a dit. En fait, du coup, elle n'est pas vraiment présente. Et elle rate ce moment de connexion qui est hyper important avec son enfant. Si toi-même, tu es parent d'enfants atypiques, tu sais à quel point les enfants captent vraiment quand on n'est pas présent. C'est-à-dire que pour remplir leur réservoir affectif, c'est vraiment par là. En fait, c'est pas tant en quantité, c'est aussi en qualité. C'est hyper important. Alors, je dis pas ça du tout pour faire culpabiliser parce que je suis moi-même une maman et que c'est hyper compliqué d'être vraiment 100% présente pour mes enfants. Et je me rends compte que j'ai des moments comme ça où je suis vraiment dans ma tête qui me parlent. Alors, je pourrais dire ce qu'ils m'ont dit, mais je suis pas totalement présente en fait pour eux. Et bien sûr que je culpabilise. Mais ce qui est important, c'est de se dire, ok, je fais quoi de cette culpabilité ? C'est parce que je me sens pas alignée en fait, qu'il y a quelque chose qui convient pas. Est-ce que je peux faire autrement ? Est-ce que c'est parce que je suis trop fatiguée ? Est-ce que là, il vaut mieux que j'arrête de couper mes légumes et que je me pose parce que je me rends compte que sinon, je m'évade trop dans ma tête ? Qu'est-ce qui se passe et comment je peux juste recréer cette connexion avec mon enfant, même si c'est pas toujours facile. Et donc, Tollet nous invite vraiment à revenir au présent, à sentir en fait, par exemple, qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est-à-dire par exemple là si vous êtes en train de couper des légumes pendant que vous êtes en train pour cuisiner, la sensation du couteau dans la main, le geste d'appuyer par exemple si je sais pas vous coupez du concombre ou bien la douceur de la voix de votre enfant en fait dans les oreilles et en fait se reconnecter à ces sensations corporelles comme ça nous ramène à l'instant présent. Donc ça c'est vraiment une tips hyper importante. Quand vous avez la sensation que le mental prend trop d'espace, revenez aux sensations. Il y a des études en neurosciences, comme celle notamment de John Rabatkin, en fait, qui est pionnier dans la pleine conscience, qui montrent que s'ancrer dans le présent réduit l'activité de l'amygdale, c'est-à-dire la zone du cerveau liée à l'anxiété. En gros, être là, maintenant, ça apaise directement votre esprit. Donc justement, c'est la chose à faire. Alors attention, vivre l'instant présent, c'est pas du tout, mais du tout ignorer les responsabilités ou nos émotions. C'est pas du tout une fuite. C'est justement les accueillir sans nous laisser engloutir. Et au début, c'est super difficile en fait, vraiment, vraiment. Par exemple, je sais pas, quand vous allez... alors je reprends un exemple, désolé, lié à la parentalité, parce que c'est aussi mon quotidien, donc c'est ce qui me vient le plus, mais je me rappelle que quand j'amène mes enfants au parc, on les regarde gambader, monter au toboggan, tout ça, on est vigilant parce qu'on veut pas qu'ils tombent ou des choses comme ça, mais en réalité, on en profite aussi pour s'évader dans nos têtes lorsqu'ils sont en fait en plus occupés entre eux. Enfin, moi j'en ai plusieurs, donc forcément c'est peut-être plus simple que si on en a qu'un. Et donc oui, ça fait du bien en fait, que l'esprit aille ailleurs. Mais attention en fait à ce que ça dégénère pas en rumination. Si c'est le cas, en fait, revenez à cette sensation. Vous pouvez même fermer les yeux quelques minutes, sentir peut-être, je sais pas, si vous êtes dehors, l'herbe sous vos pieds si vous êtes pieds nus, la sensation du vent dans vos cheveux, entendre des rires, des voix, enfin voilà. C'est hyper important et c'est des choses que j'ai fait petit à petit en fait. À chaque fois que je sentais que je ruminais, au lieu de croire cette pensée qui en fait me fait du mal en mode « ouais mais c'est normal, c'est parce que tu repenses à ça et comme ça tu feras mieux la prochaine fois, c'est important de tout analyser », c'est totalement faux. Ou en tout cas pas dans ces circonstances-là. Donc encore une fois, c'est bien de penser aux choses mais pas de se faire du mal. Je reviens en fait, je fais l'effort de revenir à mes sensations et après, seulement après, je peux y repenser parce qu'en fait, je suis calmée, je suis plus zen. D'ailleurs, mon esprit est beaucoup plus affûté et meilleur dans l'analyse de la situation. Donc attention à ce piège mental en fait de la rumination, de la projection et en fait du blocage. En fait, on se bloque dans une situation passée ou dans une situation future qui peut-être n'arrivera jamais. Donc si on a du mal à vivre l'instant présent, c'est souvent à cause de notre mental. Et surtout pour les hypersensibles en fait. Tu sais, ce tourbillon de pensées qui te fait ruminer le passé, projeter dans un futur qui est souvent anxiogène d'ailleurs, ces pièges en fait ils sont hyper courants et ils t'éloignent du bonheur présent. La rumination, c'est quand tu repasses en boucle un événement.
Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont le faire le soir. Et d'ailleurs, il y a une étude en 2013 dans le Psychological Science qui montre que la rumination augmente le stress chronique et peut développer d'ailleurs tous les troubles anxieux parce qu'en fait, ça draine notre énergie et ça ne résout rien malgré ce qu'on peut nous faire croire soi-même en fait. Chez les hypersensibles, ça peut même créer certaines tensions alors que ça soit dans le corps, mais aussi dans les relations, parce qu'on est moins disponible avec les autres, et en tant qu'hypersensible, on n'est plus, en fait, justement, sensible à ça. La projection anxieuse, c'est du coup l'inverse, si tu vis dans le futur imaginaire, souvent négatif. Tu stresses, par exemple, pour la réunion qui va arriver. Et pareil, j'ai trouvé une étude, en fait, dans Frontier in Psychology, qui explique que ces anticipations négatives bloquent l'optimisme et te paralysent, justement, pour trouver des solutions innovantes. Ça aussi, ça bloque ta créativité. Et t'es encore plus hyper émotif en fait. Et ces scénarios qui sont totalement catastrophes, ils sont encore plus vivaces parce que tu les ressens dans tout ton corps. Donc tous ces petits pièges, ils te volent en fait vraiment l'instant présent. Et j'avais une personne que j'ai accompagnée il n'y a pas longtemps, parce que je continue toujours les accompagnements individuels avec grand plaisir, et elle me disait « Élodie, je passe ma vie à regretter hier ou à stresser pour demain. Et en fait, je ne sais plus être là maintenant, j'ai l'impression d'être dans une sorte de survie, mais où je ne profite pas vraiment de ma vie. » Ça m'a vraiment touchée parce que je pense que c'est quelque chose qu'on vit tous en fait. Bon, bonne nouvelle, il y a clairement des outils pour sortir de ces spirales, et notamment la gratitude et l'autocompassion. Alors, je reviens là-dessus. La gratitude, c'est un levier très puissant pour se reconnecter au présent et à soi. C'est pas une recette miracle, mais c'est un antidote qui est assez incroyable. En fait, la gratitude, c'est cette capacité à dire merci à la vie, qu'importe qu'on soit croyant ou non, parce que parfois on pense que la gratitude c'est quelque chose de très spirituel, mais pas forcément. C'est juste en fait ressentir vraiment de la reconnaissance pour même des petites choses. Et qu'on le voit à l'instant présent. C'est pas toujours par exemple l'exercice où on fait le soin en disant « Ah, c'était une bonne journée ». Non, c'est juste à ce moment-là, c'est ressentir pleinement ce sentiment de gratitude aussi. Par exemple, et je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui en témoignent, ils ont la capacité de capter la beauté du monde. Et par exemple, voilà, une douce lumière qui traverse ton salon, et se dire oh, que c'est beau, c'est tout simple, mais c'est agréable. Avec ces petits grains de poussière qui virevoltent en fait dans la lumière, voir des fleurs en fait éclore, il y a plein de petites choses comme ça, je sais que les hypersensibles le disent. La gratitude, ça va amplifier ça. C'est Robert Emmons, qui est un pionnier justement de la psychologie positive, qui définit la gratitude comme une reconnaissance des bienfaits, grands ou petits, qui nous connecte à quelque chose de plus grand que nous. C'est pour ça, je pense que ça nous renvoie un peu à quelque chose de spirituel. Et en 2003, il en a fait quand même une étude. Il a montré que tenir par exemple un journal de gratitude pendant 2 semaines, au moins 2 semaines, donc vraiment je vous challenge à le faire, parce que ça améliore l'humeur, ça réduit l'anxiété, et même ça renforce le système immunitaire. Oui, il y a des études qui l'ont montré quand même, c'est pas juste dans notre tête. Et donc par exemple, en notant 3 choses positives par jour, ça s'améliore ça. Donc, si vous écoutez cet épisode, s'il vous plaît, faites le test et dites-moi dans 2 semaines où est-ce que vous en êtes. Alors bien sûr, si vous suivez, vous avez plein d'exercices différents dans le programme. Donc si vous suivez le programme de l'optimisme, ne vous rajoutez pas cet exercice en plus. Vous en avez déjà tellement dans le programme. Il y a d'autres recherches en 2015 qui ont été faites dans le Health Psychology qui montrent que la gratitude favorise même le sommeil réparateur. Parce que ça apaise justement le mental avant de s'endormir. Mais aussi, quand on se réveille, ça permet de mieux se rendormir. La gratitude, ça ramène au moment présent. Au lieu de se focaliser sur ce qui manque, genre j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent, c'est parce que j'ai pas ceci, j'ai pas cela, en fait, on voit ce qui est là. J'ai juste partagé un fou rire avec ma petite fille, par exemple. J'ai eu le temps, moi je me rappelle très bien que les premiers mois en postpartum, le prendre une douche, je ressentais une gratitude de fou. C'était un luxe. Je me disais, ah ouais, là j'ai le temps de prendre une douche. Alors c'est peut-être une douche rapide, mais je ressentais beaucoup de gratitude. Au lieu de râler en me disant, j'ai même pas le temps de me laver les cheveux et tout, juste de passer sous la douche sans que mon bébé pleure, c'était une immense gratitude. On a souvent le cerveau en ébullition, et je pense que la gratitude, ça permet aussi une phase un peu salvatrice quand on est justement atypique et qu'on a le cerveau qui déborde tout le temps. Imagine, t'es débordé, mais tu prends juste 2 minutes pour noter « Merci pour ce café chaud », en fait. Ou pour cette musique dans la voiture que j'ai adorée. Ou pour l'appel à cet ami. Mais ça change tout, en fait. Et je te promets, je me rappelle encore une fois de cette personne que j'ai accompagnée qui était super sceptique et qui me disait « Je sais pas, j'aurais peut-être pas le temps de les noter ou je sais pas si j'aurais des idées et tout ». Et en fait, elle a fait cet exercice
Et elle a réalisé que même dans les jours où c'était difficile, parce que la vie, elle est faite de haut et de bas, elle trouvait le beau partout en fait. Et c'est pas se dire, bon, il y a du beau, je me concentre que sur ça et j'oublie tout le reste. Pas du tout. C'est juste se concentrer sur le beau pour trouver l'énergie de faire face à ce qui est moins beau, en fait. C'est ça, justement, l'optimisme d'ailleurs, qui est positif et qui n'est pas naïf. La gratitude, ça efface pas les problèmes, hein, mais elle nous donne l'énergie pour les affronter. En 2019, l'étude sur les émotions confirme que la gratitude réduit les symptômes dépressifs. Donc en se recentrant sur les attentions positives, justement, tu vas pouvoir développer une énergie pour faire face à des choses difficiles. L'autre clé que je voulais développer dans cet épisode podcast, c'est l'autocompassion. Alors, il ne faut pas confondre les termes empathie, compassion, autocompassion, mais ça je t'en parle vraiment parce que c'est quelque chose, c'est vraiment hyper important, donc ça a fait office justement de tout un épisode de podcast déjà dans le programme. L'autocompassion, c'est Kristin Neff, qui est psychologue et expert justement sur le sujet, qui le définit comme se traiter avec la même bienveillance qu'on offrirait à quelqu'un qu'on aime et lorsqu'on est en souffrance en fait. Donc l'autocompassion, ce n'est pas de la complaisance. Ce n'est pas se dire, allez, tant pis, je fais rien, je me laisse aller, aujourd'hui je mérite de ne absolument rien faire. Bon, enfin, c'est pas du tout du laxisme envers soi-même en fait. C'est pas non plus de l'auto-apitoiement. Genre, oh, pauvre de moi, je suis une victime de cette personne, ou victime de cet accident, ou de cet imprévu, ou de la vie. Enfin, pas du tout, en fait. C'est une posture très active, où on reconnaît ses erreurs, où on reconnaît ses limites, où on reconnaît sa douleur, mais sans se flageller. Et je suis sûre que, en tant que personne atypique, parfois, tu as une voix intérieure qui te juge tout le temps. Genre, j'aurais pu faire mieux, franchement, là je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, je suis pas une bonne amie, et etc., etc. Alors, voici les 3 piliers, selon le psychologue Kristin Neff, où on est dans l'autocompassion. Le premier, donc, c'est la bienveillance envers soi-même, au lieu de l'autocritique, d'accord ? Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la complaisance, ni dans l'auto-apitoiement. Le deuxième point, c'est la conscience de notre humanité commune, c'est-à-dire en fait savoir que tout le monde souffre, qu'on n'est pas la seule personne à souffrir, on n'est pas la seule victime de toute la vie. Donc c'est-à-dire qu'à la fois on n'est pas en train de se dire pourquoi je m'apitoie, je devrais pas, il y a pire que moi. Non, on n'est pas en train de faire ça. Parce qu'il y a de la bienveillance envers soi, donc on n'est pas en train de se critiquer en se disant je suis pas légitime pour souffrir. Non, c'est pas. Enfin voilà, on a le droit, mais à la fois, on n'est pas non plus la seule personne. Voilà, donc on n'est ni la moins à me plaindre, ni la plus à plaindre. On n'est même pas en train de se mettre sur une échelle de valeur, d'accord ? Et le troisième point, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur de l'instant présent, où on observe nos émotions, mais sans se laisser submerger par nos émotions. Et c'est ça l'autocompassion. Et c'est quelque chose, je suis sûre, en tant que personne sensible, que tu fais naturellement auprès de tes proches. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe, et c'est ce pourquoi d'ailleurs nos proches viennent tout le temps nous voir et nous solliciter quand ils vont mal, parce qu'ils trouvent ça en fait en nous, et c'est quelque chose, je trouve, que beaucoup d'hypersensibles développent naturellement pour les autres, mais pas pour eux-mêmes. Parce que pour quelqu'un d'autre, et je suis sûre que pour ta ou ton meilleur ami, tu es bienveillant, tu as conscience, voilà, tu n'es pas en train de dire « Oh, c'est la seule personne, c'est terrible ». Non, pas du tout, en fait, voilà. Et tu es dans l'instant présent d'accueillir, en fait, ces émotions sans jugement. Neff a fait aussi une étude en 2011 dans le Self and Identity qui montre que l'autocompassion, ça réduit aussi ce sentiment terrible qui est la honte, mais aussi l'anxiété. On parle très peu de la honte. Je pense que c'est un sentiment qui, malheureusement, nous guide à ne pas changer. Je ne sais pas si on peut dire guider à ne pas changer, enfin qui nous empêche à changer. Mais qui guide dans le sens où, en fait, nous fait prendre des directions très différentes de ce qu'on devrait prendre, en fait. Parce qu'on a honte. Comme lorsque vous avez honte, par exemple, de demander à un professionnel si vous êtes atypique. Du coup, vous ne le faites pas. Quand certaines personnes me disent Elodie, j'ose pas acheter tes livres parce que, voilà, les gens vont se dire « Oh, mais pour qui elle se prend ?» C'est un sentiment de honte. En fait, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, au contraire, l'autocompassion, ça boosterait la confiance en soi. Donc pour les personnes atypiques, je vois beaucoup de femmes HPI notamment hyper exigeantes, c'est même libérateur. Imagine, tu rates une deadline au boulot, au lieu de te dire je suis nulle, je vais pas y arriver, qu'il y a un syndrome de l'imposteur qui se met en place, tu te dis ok, j'ai fait une erreur, et effectivement j'ai mal géré mon temps, c'est humain en fait, quand je peux m'organiser mieux la prochaine fois. Ça change tout. Et je pense que ça peut changer aussi ta vision que tu as de l'échec. Quand, en fait, je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de l'échec. Et qu'on a beau savoir, en théorie, que l'échec, c'est expérimenté, que c'est d'échec en échec qu'on réussit, on a quand même peur de l'échec. Il y a le sentiment de honte qui se met, tout ça.
Eh bien, au contraire, si tu développes de l'autocompassion, ça va changer la donne. Tu auras beaucoup moins peur de l'échec parce qu'en fait, l'autocompassion, ça améliore la résilience émotionnelle. Résilience émotionnelle face aux critiques, de soi, mais des autres, face à la peur du jugement et donc face à l'échec. Ça veut pas dire que tu n'auras jamais peur, parce que la peur fait partie de la vie et le but, c'est pas d'inhiber la peur, mais c'est de pouvoir rebondir et d'avancer malgré ça, en fait. Donc, demande-toi là maintenant, quelle est peut-être la petite phrase bienveillante que tu pourrais dire aujourd'hui à toi-même. Et note-la toi quelque part. Donc, je vais quand même terminer cet épisode de podcast en expliquant comment la gratitude et l'autocompassion nourrissent l'optimisme, lucide et non pas naïf. En fait, ce fil rouge qui traverse un petit peu cet épisode, c'est que l'optimiste lucide, qui choisit de voir ce qui va bien, même dans les tempêtes, sans nier la réalité, c'est que la gratitude et l'autocompassion, c'est leurs meilleurs alliés. La gratitude, en fait, elle te reconnecte au positif dans l'instant présent. Quand tu dis merci pour un moment tout simple, pour un câlin de quelqu'un, une belle lumière dehors, tu entraînes ton cerveau à voir les opportunités et pas juste les problèmes. En fait, la gratitude, ça active le cortex préfrontal, lié à l'optimisme et à la prise de décision positive. Tandis que l'autocompassion, elle te donne la force d'avancer sans te laisser paralyser par la peur et la honte. Si tu te traites avec douceur après un échec, tu es plus prête à essayer encore, en fait, à plus croire en toi. Et c'est ça l'optimisme lucide, en fait, c'est reconnaître que la vie est parfois très dure, mais que tu as les ressources pour la traverser. Donc c'est hyper important de développer ça. Donc, dans cet épisode, je t'ai proposé plusieurs exercices, notamment le journal de la gratitude, qui te prend même 2 minutes par jour, sans plus. Tu vois, chaque soir, tu notes 3 petites choses, en fait, pour lesquelles tu es reconnaissante. N'oublie pas, parce que c'est vraiment l'étude de Emmons qui l'a mis en avant, que c'est un exercice qui réduit l'anxiété, même en 2 semaines, en fait. Il y a aussi, je t'ai proposé la petite pause respiratoire consciente, tu vois, quand tu sens que tu rumines, en fait, de revenir, en fait, à tes sensations, de te resituer, te reconnecter à toutes tes sensations corporelles et donc à prendre aussi 3 grandes inspirations profondes. Je ne sais pas si je l'avais dit ça, remarque, mais voilà, pour revenir à l'instant présent. Par exemple, sentir l'air dans ses poumons, le sol sous ses pieds. Voilà, c'est une petite technique en fait de pleine conscience qui va en fait calmer ton amygdale. Donc tu peux la faire absolument partout. Je t'ai parlé aussi de ce petit, alors je ne l'ai pas nommé comme ça, mais ce qu'on appelle le dialogue intérieur bienveillant, c'est-à-dire que la prochaine fois que tu te juges, alors je suis nulle, pourquoi j'ai encore crié sur mes enfants, ou là j'aurais dû être plus rapide, ou je ne sais pas quoi, demande-toi, qu'est-ce que je dirais à une amie dans la même situation ? Et essaye de te le dire avec douceur, en fait, ok, tu fais de ton mieux, c'est ok de ne pas être parfaite, bon mais pour autant, si vraiment c'est quelque chose qui ne te convient pas, comment tu pourrais faire autrement ? C'est totalement différent en fait, parce que c'est un dialogue bienveillant, mais pas qui te laisse totalement aller non plus. Donc ça réduit le sentiment de honte et au contraire ça va booster ta confiance parce que ça veut dire que tu es capable, tu es dans la mise en action de changements aussi positifs. Et bien sûr tu peux toujours faire, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, tout ce qui est méditation guidée pour l'instant présent, ça prend des fois que 5 minutes par jour, ou la sophrologie, c'est vraiment des outils clés pour les personnes atypiques. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. J'espère que tu repars avec l'envie de t'offrir ce cadeau du moment présent, bien sûr. Même dans un monde où les informations, les médias, les réseaux sociaux, bref, ça monte notre stress. Ça, je pense, nourrit nos incertitudes par rapport à l'avenir, c'est une évidence. Et parfois, on se sent submergé par tout ça. N'oublie pas que la gratitude, l'autocompassion et l'instant présent, c'est des outils vraiment puissants. Ça ne fera pas une grande différence dans le monde, mais ça te permettra de continuer jour après jour, en fait, en étant peut-être, je pense, plus ancré. Eckhart Tolle disait que la vie, c'était maintenant, pas hier, pas demain, maintenant. Et je pense qu'en tant qu'atypique, avec la sensibilité et l'intensité que tu as tout en toi pour vivre ce maintenant, en fait, avec courage et douceur. Chaque merci que tu dis, chaque parole bienveillante que tu t'offres, c'est justement un pas vers cet optimisme lucide, en fait, dont je te parle, en fait, depuis le début de l'été. Et ça permet, en fait, de voir le beau sans nier, justement, les difficultés. Donc si jamais tu as envie de déployer justement cet optimisme, n'oublie pas qu'il y a un prix spécial tout cet été en fait sur ce programme, que tu as toutes les informations en description de cet épisode de podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes autour de toi à prendre soin d'elles, à essayer peut-être de revenir à l'instant présent, de baisser les ruminations, n'hésite pas à partager cet épisode de podcast. N'hésite pas aussi à me faire un retour. Pour moi, c'est tellement important à chaque fois vos retours, même si bien sûr on est sur des épisodes un peu particuliers cet été et que tu retrouveras des épisodes j'ai envie de dire, comme avant. Je sais pas comment les appeler autrement. Ou d'ailleurs, une semaine sur 2, il y a un invité. Tu les retrouveras dès la fin de l'été. Mais là, j'avais vraiment
envie, je sais pas, de prendre soin de vous comme... J'ai l'impression, en tout cas, à chaque fois que j'enregistre un épisode de plus, je me dis c'est un gros câlin que je te fais. Je te souhaite une très très bonne journée.